Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de la soirée. Mais avant de la poursuivre, suivons d'abord les sommaires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Ankara, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, est arrivé dans la capitale de la Turquie ce lundi 6 septembre 2021. 7 septembre 1997, 7 septembre 2021, 24 ans après la disparition du maréchal Mobutu, quelques Congolais de la ville de Kinshasa se souviennent de lui et de ce qu'il avait fait pendant son règne à la tête du pays. Vous l'avez suivi au sommaire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Ankara, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, est arrivé dans la capitale de la Turquie ce lundi 6 septembre 2021. Il était 19h15 lorsque son avion a atterri à l'aéroport de la ville, la suite avec la presse présidentielle. Après l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, Ankara, capitale politico-administrative de la Turquie, a accueilli ce lundi 6 septembre, en début de soirée, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était très exactement 19h15 heure locale lorsque l'avion transportant le président de l'Union africaine atterrit à l'aéroport d'Ankara où une équipe d'accueil des officiels des deux pays était déjà rangée sur le tarmac. En sa tête, le ministre turc des Transports, le gouverneur d'Ankara et le général de brigade de la police locale. Côté congolais, l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du ministre du Tourisme, Modéron Simba, ainsi que de M. Christian Bouchiri, conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Au nom de l'Union africaine, dont le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assume la présidence pour l'exercice 2021, il y avait le Djiboutien Aden Adilahi, doyen des ambassadeurs africains en poste à Ankara, accompagné de 3 de ses collègues, les ambassadeurs de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Gabon. Son Excellence, Sol. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Diankero Tshisekedi, le chef de l'État aura 3 jours d'intenses activités en terre turquoise, d'abord à Ankara, puis à Istanbul. 3 jours de visite officielle où l'on annonce notamment un tête-à-tête entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président turc Recep Erdogan. Une toute première visite officielle de Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce pays qui sera couronnée par la signature des 3 accords bilatéraux portant sur le tourisme, la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude et un dernier accord qui va porter sur la protection réciproque des investissements. Et puis une commission mixte qui a regroupé en son sein les membres de la primature, de l'ONIP, du plan de l'INES, a été mis sur pied par le Premier ministre Jean-Michel Samalo-Kondé en vue de tabler sur les opérations du recensement de l'identification de la population ainsi que de l'enrôlement des électeurs. Christian Mando-Simba, ministre d'État en charge du plan, nous en donne l'économie. Le Premier ministre avait mis en place une commission mixte constituée des membres de la primature, de plan, l'INS, l'ONIP et la CENI, afin d'essayer de trouver une modalité pour mettre en commun les travaux qui doivent être faits
pour, d'une part, le recensement général de la population, d'autre part, l'identification de la population et l'enrôlement des électeurs. Donc, pour diminuer le coût, on a mis les 3 opérations qui vont faire certaines opérations ensemble. Les opérations d'enrôlement qui seront faites avec l'appui de la CENI vont être terminées normalement, si tout va bien, l'année prochaine déjà. Tandis que les opérations d'identification de la population et le recensement général vont aller jusqu'à mai 2023. Ceci va permettre d'une part d'avoir les enrôlés pour préparer les prochaines élections suffisamment à temps et d'autre part d'avoir les cartes d'identité d'ici mai 2023 et à côté de cela avoir un outil de planification en connaissant le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre des structures sociales et de travail en République démocratique du Congo. Donc c'est un travail important, c'est un travail mutualisé. Le budget a été donné, il sera pour toutes les opérations, pour les 3 organisations, autour de 600 millions de dollars, alors qu'au départ, si chacun faisait... Et puis la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, plaide pour une solidarité active de tous les acteurs impliqués dans les processus de la paix pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés locaux comme étrangers. Il faut dire que c'est les messages de la patronne de la mission onusienne en République démocratique du Congo lors de sa visite à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, Charlie Omba. Une grande importance de sensibiliser la population et faire comprendre que nous sommes dans la lutte contre les groupes armés et les groupes armés, y compris donc les milices et les milices communautaires. Mais dans ce contexte, c'est aussi une guerre de communication, c'est aussi une guerre psychologique et très clairement, on a besoin d'une solidarité active pour que l'objectif de l'état de siège puisse être atteint. Et même lorsqu'il y a des incidents dans le dispositif, il faut regarder d'où on vient, ce qui est en train d'être fait, les territoires qui sont en train d'être récupérés, et dans les aspects où des routes qui constituent des axes stratégiques importantes pour le pays, pas seulement la province d'Ituri, mais aussi celle du Nord Kivu. Le fait qu'il y ait ces escortes qui se produisent depuis le 7 août, oui, on a eu un incident que nous avons à déplorer, mais il faut mettre tout ça dans un contexte qui est que ces axes stratégiques de la RN27 et de la RN4 étaient bloqués pendant des mois. Donc, les escortes doivent être vues comme un peu un poumon qui facilite le trafic de la population et il n'y a jamais de risque zéro dans aucune opération humaine. On peut faire la meilleure planification que l'on peut, mais risque zéro, ça n'existe pas. Et même dans les pays les plus sophistiqués du monde, eh ben, il arrive que les groupes qui veulent faire du mal, ils arrivent à faire le mal malgré une grandeur d'opération, d'intelligence, etc. Toutes les choses que l'armée ici, avec l'appui de la MONUSCO, la PNC aussi et du dispositif pour faire en sorte d'améliorer de jour en jour la souffrance que les... Et puis, toujours en Ituri, 34 miliciens de la Codeco ont été neutralisés par l'armée avec 18 autres blessés lors des affrontements à Kobo sur les territoires de Djougou. Nous sommes ici dans la province de l'Ituri. C'est le bilan livré au cours du point de presse ce mardi 7 septembre à Bunia par les FRDC. Encore une fois, retrouvons Charlie Omba.
Ces affrontements se sont déroulés depuis l'avant-midi d'hier lundi dans la région de Kobu, un territoire de Djougou, entre les FARDC et les miliciens de la Codeco, après une attaque échouée par ses suivis. L'armée qui a eu la suprématie sur l'ennemi déclare avoir neutralisé 34 miliciens de la Codeco et blessé 18 autres avec 10 armes AK-47 récupérées. D'après son porte-parole à Nitouri, le lieutenant Gilles Ngongo, la situation est maîtrisée par les forces armées dans cette région, mais il sollicite surtout la collaboration de la population pour la suite des opérations. Les forces armées contrôlent le centre de Kobu et ses environs, mais l'ennemi est encore visible. En ce moment où nous vous parlons, les forces armées sont en œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles de milice Codeco. Ces miliciens de la Codeco qui sont identifiés par l'armée comme béquilles des EDF dans leurs exactions contre les civils, le lieutenant Gilles estime que point n'est besoin de critiquer l'état de siège dans les milieux urbains, à lieu et à place de les soutenir en sensibilisant chaque groupe armé locaux à déposer les armes. Ils ont un intérêt commun, c'est pour déstabiliser l'Ituri. C'est comme ça que je profite de l'occasion pour dire à tous nos compatriotes, politiciens, députés, acteurs sociopolitiques, tout ce monde qui parle, qui critique à la longue de la journée, l'état de siège ne fait rien, mais il est grand temps d'appeler ces enfants parce qu'ils sont en même temps supplétifs de ZADF, ils sont en même temps en cointance avec les ZADF. La paix, ce n'est pas l'affaire seulement de forces armées. Mais nous sommes au premier plan, mais au dernier plan, toute la population doit être consciente que la guerre est déclaré contre la République. Il faut dire que le chargé des opérations de la milice Codeco a été tué pendant ces affrontements de Kobu. Les sinistrés des inondations de Ndanou peuvent se frotter le main car ils ont été relogés après leur déguerpissement par les militaires envoyés par une personne qui se disait être propriétaire de la suite. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa a fait un déplacement sur place. Ce chant exprime le ouf de soulagement des habitants de ce site situé au quartier Baoumbu, à Kinkole, dans la commune de Lantsele. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, est descendu sur place pour faire respecter le maître mot du président de la République, à savoir le peuple d'abord. En effet, les sinistrés des inondations de Ndanou, qui ont été délocalisés en Tsélé par l'État depuis 22 ans, ont été déguerpis de leur lieu d'habitation par les militaires. Selon les habitants qui se disent victimes des spoliations, les militaires qui les ont déguerpis puis détruit certaines de leurs maisons ont été envoyés par Jean-Lambert Sebia Zapakoli, qui se présente comme le vrai propriétaire de ce site. Le gouverneur, le commissaire provincial de la police et le ministre provincial de l'Intérieur ont fait le tour du site. Les autorités se sont rendues compte des dégâts causés par les hommes de Jean-Lambert Zapakoli. Les victimes de déguerpissement ont été retournées dans leurs habitations. Le gouverneur a décidé Il a été ordonné le départ des militaires PEM commis à la surveillance de ce site. Ceux d'entre eux qui ont commis des actes répréhensibles contre la population ont immédiatement été transférés à l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes. « 24 ans après sa mort, les Congolais se souviennent toujours du maréchal Mobutu décédé à Rabat au Maroc le 7 septembre 1997. L'opinion retient de lui le côté dictateur, certes, mais le président Mobutu fut l'auteur de plusieurs œuvres, dont voici quelques-unes présentées par Eric Izami et Patrick Borel-Mukenzi. Il a été un homme de poigne, respecté et adulé à travers les continents et ailleurs. Le maréchal Mobutu a eu à réaliser plusieurs choses dont la plus vaste reste l'unité nationale de l'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Sous le maréchal Mobutu, le prix de la production du cuivre était de 400 000 tonnes et l'on parlait de la mangeuse du cuivre.
Le pays a été premier producteur mondial du cuivre avec incidence dans la vie sociale des Zaïrois. Quand la GECAMINE tournait au profit du pays, la SNCZ, aujourd'hui CNCC, fonctionnait bien. L'ONATRA pouvait engager jusqu'à 11 000 agents avec les dépendants qui pouvaient voyager au travers les territoires nationaux. Joseph Désiré Mobutu a accédé au pouvoir le 24 novembre 1965 et 7 ans après, il a fait construire les barrages hydroélectriques d'Inga aux allures pharaoniques. Il a initié et réalisé la Régie des eaux pour la production, distribution et commercialisation de l'eau potable dont les taux d'accès a été appréciables autant pour le courant électrique. Sous Mobutu, aucun de 9 voisins du Zaïre ne pouvait penser faire des incursions pour violer ou voler les richesses nationales. La rigueur a été démise avec une armée nationale républicaine. Le Zaïre de Mobutu a été visité par tous les grands du monde. Neil Armstrong, la star du football brésilien et mondial, Roi Pelé, Arantes do Nascimento. Combat du siècle, Mohamed Ali contre George Foreman. Sans compter le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, le prestige zaïrois a subi un sacré coup, mais l'espoir renaît avec le travail à fond pour redevenir ce peuple vaillant engagé à vivre dans la paix, aujourd'hui mis à mal dans la partie Est notamment. Une question, à quoi ressemble aujourd'hui la résidence de Kawele où habitait le maréchal Mobutu et qui autrefois était un palais luxueux et somptueux? La réponse avec Domomat. Dans ces coins reculés de la RDC où vivaient ses oncles, l'ex-président congolais Mobutu Sese Seko s'y avait fait construire une maison aussi somptueuse que son règne à son heure de gloire. À l'entrée, un homme en tenue civile nous ouvre la porte de la grande barrière. Nous parcourons près de 7 km asphaltés dans l'enceinte même de la résidence en gravitant la montagne. Puis tout d'un coup apparaît comme dans une grotte une ouverture. D'ici, nous apercevons la maison du léopard du Zaïre. Du moins, ce qu'il en reste. Cramponnés sur une moto, nous faisons le tour d'un rond-point que seul le roi du Zaïre avait le droit de contourner pour nous arrêter net devant la porte du salon. Tout ici a été pillé, démantelé dès la fin de la dernière grande guerre en RDC. Pas une porte perceptible, toiture inexistante. Le bar de fer qui la soutenait sont restés orphelines. Les murs et les sols sont de nos jours dénudés. Les carreaux en marbre qui les recouvraient jadis ont été emportés les uns après les autres du salon. Nous empruntons le couloir qui finit sa course dans la chambre. L'aigle de Kawele y passait souvent seul ces nuits sur un lit dont l'emplacement, taillé dans le ventre de la terre, est en forme de croix. Du balcon de sa chambre ou dans sa véranda où il recevait ses hôtes, Joseph Désiré Mobutu avait une vue panoramique de la cité de Molegbe, décorée tout en vert pour rappeler à tout esprit qui passe par ici qu'on est bel et bien en pleine forêt équatoriale. La piscine olympique en forme d'Afrique est vide. Seules les eaux de pluie en abondance dans cette partie du Congo-Kinshasa la consolent de temps en temps. Cette résidence mérite d'être réhabilitée non seulement pour question de tourisme, mais aussi et avant tout par devoir de mémoire de tout un peuple. Car si l'histoire ne se répète pas, du moins, elle rime. C'est triste. Difficile pour le Congolais d'oublier le personnage et les œuvres du maréchal Mobutu. Ils se sont exprimés au micro de Guilain Kaponda. Le maréchal Mobutu, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce pays comme chef de l'État. C'était le deuxième chef de l'État ici. Et ce que je retiens de lui, c'est que c'était l'artisan de l'unité nationale. Et c'est quelqu'un qui a inculqué en nous la fierté d'être nous-mêmes, la fierté d'être zaïrois à l'époque et on dirait bien congolais aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui nous a décomplexés. En tout cas, on est fiers d'être ce que l'on est grâce à ce qu'il nous a enseigné pendant tout son mandat. Bon, je connais bien le président Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Il fut notre président de la République du Zaïre.
En tout cas, je garde de bons souvenirs pour ce monsieur parce qu'il a fait beaucoup de choses. C'est que si nous allons dans le Congo central, le pont Maréchal, ce sont ses œuvres. Le palais du peuple, c'est lui qui avait fait ça. En tout cas, c'est un président que nous avons beaucoup aimé parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous, les Congolais que nous sommes aujourd'hui. Ce que je peux retenir de lui, il a maintenu la paix pendant un bon long moment. Et puis il avait une bonne relation avec ses confrères voisins et consorts. Et puis il avait des idées auxquelles il a pu construire le stade des Martyrs pour ce qui concerne le sport. Il a pu faire construire le barrage d'Inga. Je sais aussi que, en dépit de tout ce que l'on a pu raconter sur lui, le président Mobutu, c'était quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un qui croyait en la jeunesse. D'ailleurs, il disait tout le temps que la jeunesse, c'était l'avenir de ce pays. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait eu tous ces sentiments-là envers les enfants et tout ça. C'est quelqu'un qui était tout de même humain sur ce plan-là. Ça, je dois le reconnaître. Dans le cadre du socialisme, il faut avoir une organisation. Donc tout cela devait s'enchaîner, quoi. Ça devait s'enseigner et puis s'enchaîner, comme a fait sa femme, maman Mobutu, maman Antoinette, avec le cadre social qu'il a mis au 13e rue, qu'on a vu le foyer social. Bon, ce sont des choses qui devaient mettre une très bonne organisation pour encadrer, former les démunis, les pauvres et consorts. Donc ça demande une organisation. La pandémie de coronavirus a impacté l'économie mondiale et celle de la République démocratique du Congo n'est pas du tout épargnée. Une journée d'information a été organisée ce lundi 6 septembre 2021 par la faculté de l'économie de l'Université libre de Kinshasa en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, comme nous le dit Puldo Patrick Ngaziami. C'est autour du thème « Impact de la Covid-19 sur l'économie de la RDC et apport du PNUD, analyse et perspective » que s'est déroulée la journée d'information organisée lundi 6 septembre 2021 par la Faculté de l'économie de l'Université libre de Kinshasa, ULK, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Devant un auditoire essentiellement composé du corps professoral et des étudiants, le professeur Yuyu Baende a évoqué les canaux de transmission par lesquels la crise a frappé l'économie, faisant savoir que l'économie congolaise n'a pas été résiliente. Au niveau du canal extérieur, le professeur a fait savoir que la balance commerciale de la RDC reste excédentaire, mais le niveau est beaucoup plus bas. On a constaté, même si la balance commerciale de la RDC est restée excédentaire, autour de quelques 380 millions de dollars, mais lorsque vous comparez le niveau de notre balance excédentaire l'année 2019 où la pandémie a commencé, nous n'avons pas encore les éléments de 2020, vous vous rendrez compte que le niveau de la balance commerciale est beaucoup plus faible, même pas excédentaire, est beaucoup plus faible que le niveau du solde de la balance commerciale en 2018. Donc on se rend quand même compte que nous avons perdu quelques centaines de millions de dollars à cause de cette pandémie. De son côté, l'économiste principal du PNUD, Taïb Diallo, s'est attardé sur l'appui du PNUD à la lutte contre la Covid-19 en RDC, faisant comprendre que les mesures prises ont profondément impacté le fonctionnement de l'économie mondiale et que cet impact a été vite perçu par la RDC. Ce faisant, a-t-il poursuivi, le programme des Nations Unies pour le développement a appuyé le gouvernement congolais à 2 niveaux, c'est-à-dire à travers le plan de riposte et le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des effets de la Covid-19 en RDC. Ici est de savoir que cette journée d'information a démarré avec l'intervention du docteur Alain, médecin réanimateur, pour expliquer l'origine et l'évolution de la Covid-19 ainsi que les vaccins mis sur pied avec un focus sur ces différents variants, faisant savoir qu'on parle des variants quand les mutations modifient de manière négative l'immunité. Et juste avant le dernier exposé, le professeur François Elika a entretenu l'auditoire sur la raison de la création du PNUD et ses différentes interventions aux côtés des gouvernements du monde.
Clôture ce mardi 7 septembre de 2 journées de deuil décrétées par l'association des chauffeurs du Congo section Butembo. Une messe de suffrage a été dite à la chapelle catholique du secteur Fourou dans la commune de Vulamba. Francine Moussoa pour la suite. Une messe a clôturé les 2 journées de deuil décrétées par l'association des chauffeurs du Congo ASECO en ville de Butembo. Cette Eucharistie a été célébrée par les pères Mouindo Maté François et co-célébrée par les pères Kioma en secteur de Fourou. Plusieurs chrétiens, dont les membres de la SECO et les mouvements citoyens, ont participé à cette Eucharistie. La messe terminée, différents mots ont été prononcés à l'occasion. Dans ce mot, le secrétaire de l'association des chauffeurs du Congo ASECO a demandé au gouvernement de redonner de la valeur à l'être humain en rétablissant la sécurité et l'état des droits. C'est depuis plus d'une décennie que nous sommes en train de traverser ce moment difficile, très affreux, nous imposés par des filous de la mort, causant ainsi plusieurs pertes de vies humaines, ainsi que la perte de beaucoup de biens matériels, sous l'œil impuissant de ceux qui se disent avoir la sécurité dans ces attributions. De ce côté, Kaindo Moussa Jean-Baptiste Kapaya, président de la SECO Butembo, de faire de son mieux pour éradiquer complètement les sécurités dans la zone troublée pour mériter la confiance du peuple. Le secteur des transports est resté timide et les activités économiques toujours paralysées au centre-ville. Place maintenant à notre rubrique Actualité vue par les autres. Florine Gamoukono a tendu son micro à Patrick Ngo, qui est rédacteur en chef chez APIC Télévision. Suivez. Ce jour, à la une, on a notamment la désignation de Justin Luemba comme gouverneur intérimaire de la province du Congo central en remplacement de Atuma Tubwana. Ainsi, on a décidé le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. C'est concernant notamment les contentieux judiciaires qu'a le gouverneur du Congo central mis au placard. Alors, Justin Luemba sera là jusqu'à ce que la CENI puisse organiser les élections dans cette province. Alors, un autre sujet d'actualité, c'est notamment le passage du ministre Kibasa Maliba au Sénat. C'était prévu lundi. C'était pour qu'on puisse l'entendre sur les plaintes de la population concernant la taxe RAM. Vous savez comment est-ce que la population est en train de réclamer au sujet de cette redevance, et le ministre devrait donner des éléments de réponse concernant la taxe RAM. Et aussi Complétons les informations par cette revue de presse signée par Polydor Patrick Nkazemi. Le séjour du président de la République, Félix Tshisekedi, à Ankara, en Turquie, constitue l'axe principal de l'actualité rapportée par les journaux parus ce 7 septembre à Kinshasa. Outre la visite de quelques places fortes, écrit Forum des As, à propos, il est prévu un tête-à-tête avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sera précédé de la signature des accords avant l'entretien avec la presse. Le président Félix Antoine Tshisekedi est en Turquie depuis lundi 6 septembre 2021, informe le Nouvel Observateur, pour signer des accords bilatéraux. Il effectue une visite officielle de 3 jours à Ankara, capitale de la Turquie. Mais il ira aussi à Istanbul le mercredi 8 septembre 2021 pour participer à une table ronde avec le Turkish Business Community à Maslak Hotel, fait savoir le billet hebdomadaire. Et mercredi, le programme prévoit une réunion sous les auspices du Conseil des relations économiques étrangères avec les hommes et femmes d'affaires turcs qui ont en charge les mines, les infrastructures, l'énergie, les équipements militaires, la protection de l'environnement et consorts, suivi d'une visite des lieux culturels et touristiques de ce pays. Alors qu'Impact News s'attarde sur ce café Nicolas Kazadi depuis sa nomination sur la grogne des tenanciers des chambres froides. Appelés à baisser les prix des surgelés, indique le quotidien, ils ont préféré carrément arrêter les moteurs. Juste pour quelques heures, le temps d'interpeller les décideurs
qui diligente des percepteurs pour récolter des taxes et des inspecteurs pour imposer une tarification à la baisse. Mais on défie et on garde les auteurs de ces insinuations mensongères qui les exposent pourtant à des poursuites judiciaires. Selon cette mise au point, ces intox sont l'œuvre des détracteurs du professeur Modeste Bahati qui cherche à ternir son image de marque et à annihiler ses efforts engagés autour de l'union sacrée de la nation et de la vision globale de Félix Tshisekedi pour la gouvernance et l'avenir de la RDC. Bonsoir. Voilà qui met un terme complètement à cette édition. Avant de nous quitter, suivez d'abord ce rappel de titre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Ankara, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, est arrivé dans la capitale de la Turquie ce lundi 6 septembre 2021. 7 septembre 1997, 7 septembre 2021, 24 ans après la disparition du maréchal Mobutu, quelques Congolais de la ville de Kinshasa se souviennent de lui et de ce qu'il avait fait pendant son règne à la tête du pays. Ce journal est complètement, mais alors complètement terminé. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références. Au revoir.